Chapitre 6. À l'intérieur de la Giralda, de l'impact des disputes familiales sur le destin des nations, comment Napoléon a ruiné la réputation des Français en Espagne. Nous nous trouvâmes au pied de la Giralda, qui, j'avoue, était somptueuse, avec ses sculptures et ses entrelacs en pierre. Edwin avait l'air inquiet à l'idée de monter jusqu'en haut. Le docteur, qui avait le nez dans son guide, le rassura. Il n'y avait pas d'escalier, mais une série de rampes en pente douce, car les chevaux et les ânes passaient par là. « Les ânes nous ont précédés, » dit Edwin, en montrant de sa canne les groupes de l'allumette et du bulldog qui essayaient de s'introduire dans la tour en même temps, créant un gigantesque embouteillage. Alexandre y vit une opportunité et demanda si on pouvait faire la descente en skateboard. Le docteur dit que le guide ne le précisait pas. Nous regardions les gens qui sortaient, s'extirpant de la foule avec grande difficulté. Comme Alexandre s'impatientait, et que cette fois il n'y avait nulle petite fille charmante pour le distraire, Edwin demanda au docteur de lire un passage du guide. Mais le docteur était fatigué, disait-il, et il proposa à Edwin de le lire lui-même. Mais Edwin lui rétorqua qu'il devait tenir son rôle d'aveugle, sans quoi je risquais d'être boulé hors de la foule. Le docteur soupira et ouvrit le guide à la page consacrée aux relations entre la France et l'Espagne. J'appris que les Espagnols n'avaient, encore aujourd'hui, pas digéré le passage de l'armée de Napoléon 2 siècles et demi auparavant. À l'époque, une dispute familiale opposait le roi Charles IV à son fils Ferdinand. Le père faisait-il preuve d'un abus d'autorité en envoyant son fils se coucher avec les poules, ou lui avait-il refusé une seconde portion de pestinos? Nul ne le savait. Toujours est-il que le fils avait décidé qu'il était assez grand pour savoir quand aller se coucher tout seul et manger ce qui lui plaisait. Il décida donc d'obliger son père à abdiquer en sa faveur. J'imagine qu'il avait en tête quelques décrets bien sentis pour abolir la sieste et accéder à la libre circulation des beignets dans toute l'Espagne. Je voyais qu'Alexandre était pris par l'histoire, s'identifiant sans nul doute à Ferdinand. Celui-ci décréta donc que Charles IV était un vieux crouton, incapable de diriger le pays, et qu'il était temps que la relève, en l'occurrence lui, arrive. Charles ne fut évidemment pas de cet avis. C'est là qu'intervient notre Napoléon national, se positionnant en gentil médiateur, voulant apaiser une querelle de voisins. Il fit venir les 2 hommes avec une volonté altruiste de régler le conflit de manière pacifique. Il suggéra à Charles d'abdiquer en sa faveur, puis obtint de Ferdinand qu'il renonce au trône. La querelle était en effet réglée et Napoléon avait tout le pouvoir sur l'Espagne. Mais il était trop occupé à envahir d'autres pays, et il décida de confier ce nouveau territoire à son frère Joseph. Évidemment, lorsqu'ils apprirent la nouvelle, les Espagnols n'étaient pas contents. Mais c'était trop tard. Napoléon avait dit « donner ses données, reprendre ses volets ». Les Espagnols se vengèrent en surnommant Joseph « Pépé la bouteille » et en lançant la mode des guérillas. La révolte fut générale, et la répression des troupes françaises fut violente. Les exécutions se multiplièrent comme des petits pains. Cette histoire nous faisait passer, nous les Français, pour des salopards fourbes et violents. C'était un peu ennuyeux, alors que nous étions en villégiature dans le pays. C'est un peu comme si vous étiez invité à un dîner chez des amis, et qu'entre la poire et le dessert, ils vous apprennent que votre grand-mère a trucidé leur oncle. Même s'ils vous assurent que vous n'y êtes pour rien, ça jette un froid qui vous fait hésiter à vous resservir de la tarte. La file avait avancé, et enfin c'était notre tour. Nous nous lancions dans l'ascension de la Giralda. Une fois à l'intérieur, plus moyen de faire demi-tour. Nous étions pris dans un raz-de-marée humain qui sentait le café, le chewing-gum et la sueur. Je pense que même sans faire l'effort de marcher, la pression imprimée sur nos corps aurait suffi à nous monter jusqu'en haut. Nous étions derrière le groupe de l'allumette, et il s'agissait de faire attention, car certains membres se frayaient des chemins à coups de béquilles. Derrière nous, une demi-douzaine de mamans avançaient avec des poussettes qu'elles utilisaient comme béliers. On eût dit qu'elles avaient un rendez-vous urgent en haut. « Combien d'étages » demanda Alexandre. « 35. » Je sentis que cette nouvelle affectait Edwin autant que moi. Il restait silencieux. Puis, une poussette le heurta derrière le genou. « Je veux sortir de là !» hurla-t-il au docteur au-dessus de la marée de tête. Le docteur fit comme il put un geste d'impuissance.
Il avait sa main qui tenait son guide coincée au niveau de sa joue, et il lui était impossible de le baisser. Moi, je commençais à avoir une envie de faire pipi. Edwin essaya de s'arrêter, mais la foule n'était pas de cet avis. Il entreprit alors de frapper un peu au hasard avec sa canne, s'excusant en entendant les cris étouffés de ses victimes. « Mais voy abajo » disait-il en frappant à droite et à gauche. Le docteur et Alexandre se collèrent derrière nous. Edwin respira un grand coup, et moi aussi, avant d'évacuer quelques gouttes au pied de la tour. Le docteur nous montra une double page de son guide qui représentait une photo de la vue de Séville du haut de la Giralda. « C'est beau, dit Edwin. Maintenant, allons manger. » Personne ne proposa de retourner voir la tour.